Bonjour à toutes et à tous pour ce dernier numéro de Lignes ouvertes de la semaine. Demain c'est férié, on se retrouvera donc lundi. Bonjour Thomas Dubois. Bonjour Sylvain. Bonjour Anthony Bonjour Quindroy. à vous deux. Bonjour Tradition. Bonjour un petit mot pour toutes celles et ceux qui se connectent dès le début. Nathalie, Laura, Ismaël, Annie, Bérangère, Guillaume, Freddy, Monique et d'autres. Aujourd'hui, alors de quoi on va parler aujourd'hui? Aujourd'hui, thème important, vous avez vu que le Covid-19 développe un peu quelques relations avec les enfants. Eh bien, on fera le point avec le docteur Christophe Marguet, c'est le médecin-chef de l'unité pédiatrie du CHU. On rencontrera un dirigeant d'entreprise amateur de musique. Il a fait une petite musique à sa façon, en amateur, sur le confinement. Et puis, on aura aussi un chanteur professionnel, ça rétablira l'équilibre. On aura aussi un défi sportif, un peu de magie avec Draco. Voilà, un petit mélange ensemble pour, on espère, passer un bon moment avec vous pour cette fin de semaine. Allez, on utilise les vieux bons clichés. Thomas Dubois est heureux, il y a de la musique aujourd'hui. Ouais, je crois que c'était vous le chanteur professionnel. Pour ça. Ah non, moi je suis un chanteur très amateur. Très amateur. Oui, alors. Je voulais juste faire une petite précision avant d'aller plus loin, parce que vous avez dit que la maladie qui touche les enfants était liée au coronavirus. Pour l'instant, prudence, on ne le sait pas encore. Voilà, on va pas alerter. Je pense que le professeur Marguet nous en dira plus. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Effectivement, vous avez raison de faire le rectificatif. Je voulais dire qu'effectivement, c'était un thème qui effectivement nous permettait d'aborder les enfants en relation avec le coronavirus. On n'a pas dit que effectivement, on n'a pas dit plus. Nous laisserons les professionnels nous l'expliquer, pour autant qu'ils aient un certain nombre d'informations. Également, rappeler que nous sommes en direct, diffusé en codiffusion avec Radio Sensation. Donc, comme chaque jour, on a plaisir à saluer tous les auditeurs de Radio Sensation et puis tous ceux qui se connectent aussi sur les supports numériques de Paris-Normandie. La une du journal Paris-Normandie d'aujourd'hui, toujours épais, hein, un dossier, comme d'habitude. Voilà, le visage de Philippe Martinez, un monde à revoir. Explication, messieurs. Sylvain, il ne vous a pas échappé que demain, on était le 1er mai, c'est la fête du travail, donc avec ces traditionnels défilés de militants syndicaux, forcément, demain, c'est pas possible, on ne va pas rappeler pourquoi. Je rappelle aussi que demain, il n'y a pas le journal, d'ailleurs, petite parenthèse, et on s'est dit qu'à cette occasion, c'était l'occasion de poser quelques questions à Philippe Martinez, le patron de la CGT, que forcément, avec tout ce qu'on a pu évoquer depuis le début de cette crise, avec toutes les questions sociales, les questions d'emploi que pose cette crise, il avait forcément des choses à nous dire, il en a. Sans surprise, il est plutôt critique sur l'action du gouvernement et il craint surtout la crainte aujourd'hui qu'on peut peut-être mettre en avant, c'est cette crainte qu'aujourd'hui cette reprise économique se fasse au détriment de la santé des salariés. En tout cas, c'est ce que redoute aujourd'hui la CGT. On peut dire que jusqu'à présent, le dialogue socio-économique était passé au second plan. Hein, et il revient là, peut-être à l'occasion de ce premier. Philippe Martinez le dit, il y a beaucoup de contacts depuis 5 semaines entre l'exécutif, entre les autorités et les syndicats pour justement penser à l'avenir. C'est plutôt un point a priori positif. C'était plutôt une critique avant. Les syndicats et la CGT avaient souvent l'habitude de dire qu'ils n'étaient pas écoutés, pas entendus. En ce moment, il y a beaucoup de dialogue, manifestement. Je vous invite à lire l'interview dans son intégralité, mais il y a un dialogue qui s'est instauré. Et puis, comme il l'a dit aussi, la suite, ça va se faire. Il y avait cette réforme des retraites là, qui créait beaucoup de crispation et de mobilisation. A priori, on va faire un trait dessus. Ça ne va pas être un sujet prioritaire quand l'activité va reprendre. Alors, on peut détailler. On avait laissé un peu de côté cette petite pratique là depuis quelques jours. On y revient, détailler le contenu de Paris-Normandie. Oui, effectivement, on revient déjà sur cette alerte, comme on le précise, qui préoccupe forcément tous ceux qui ont des enfants, avec ces enfants qui sont tombés malades d'une maladie proche du syndrome de Kawasaki. Je rappelle que le professeur Marguet nous en parlera tout à l'heure. Il est professeur au CHU de Rouen, donc s'il y a des questions, gardez-les pour tout à l'heure. Vous pouvez commencer à les poser. On les relaiera en direct avec le professeur qui a pas mal de choses à dire. On revient sur également, donc, comme le disait Thomas, sur cette interview qu'il a pu faire de Philippe Martinez. Je cherchais le nom, pourtant tu l'as pas mal répété. Il y a un sujet intéressant également, un entretien, un autre sujet intéressant, devrais-je dire même, avec un directeur de recherche du CNRS, qui revient sur la crise du marché du travail avec le coronavirus. Et interview toujours celle de Monseigneur Dominique Lebrun, l'archevêque de Rouen, forcément
assez mécontents de ce report, hein, de la reprise du culte et des cérémonies religieuses. Une surprise désagréable. Je cite le titre de notre confrère Franck Boitel qui a réalisé cette interview. Et pourquoi cet accent marseillais d'un coup? Je sais pas, confrère et pas du tout de Marseille. J'ai envie de soleil, on en a eu beaucoup, mais là, moins ces derniers temps, je sais pas. Mais il n'y a pas du côté de l'OM une chanson qui a été faite sur le confinement? C'est peut-être pour ça que ça vient, cet esprit, je suis pas supporter de l'OM, cet accent mais... marseillais. Alors, bonne question. Messieurs, j'en ai entendu parler, mais je n'ai pas regardé, je vous avoue. Alors, je vous remets à votre travail pour finir. Est-ce qu'on avait terminé le contenu de l'édition du jeu? Non, il y a encore plein de choses. On parle en synthèse. On parle en synthèse, voilà, toujours de l'économie avec l'industrie pharmaceutique Johnson & Johnson à Val-de-Reuil qui tourne à plein régime en ce moment. On parle aussi du muguet, avec du muguet qui va être vendu pour la bonne cause. Justement, si vous me permettez, Anthony, avant que vous ne continuiez, il y a une question qu'on nous avait posée hier. On nous l'avait déjà posée il y a plusieurs jours. Comment se fait-il que les jardineries soient ouvertes et que les fleuristes soient fermés? Manifestement, ça interpelle un certain nombre de nos concitoyens. Parce que les jardineries peuvent vendre des graines pour qu'on fasse planter chez soi, donc c'est considéré comme des achats de première nécessité. Il y a aussi de la nourriture pour les animaux qui est vendue généralement en jardinerie. Parce qu'offrir des fleurs à son épouse, ce n'est pas un achat de première nécessité. C'est important, c'est important. Mais je crois savoir qu'il y a des fleuristes qui sont ouverts. Il y a des fleuristes qui font des livraisons. Si vous vous renseignez mieux, Sylvain, c'est possible. Hein. Je ne sais pas si vous avez des échos, Sylvain, mais en tout cas, il y a des fleuristes qui livrent. Oui, qui livrent. On peut se faire livrer des fleurs. N'hésitez pas à le faire, ça fait toujours plaisir, bien évidemment. Alors, juste avant de retrouver un jeune qui a lancé un défi sportif en relation justement avec cette crise sanitaire, c'est toujours intéressant, ces initiatives dites de solidarité. On a souhaité laisser un peu de temps d'antenne aux anciens, aux personnes âgées, aux aînés. C'est vrai que dans l'actualité, dans tous les médias, on parle beaucoup des personnes âgées, des problématiques qui se posent avec le Covid-19, mais on ne les entend pas tant que ça finalement. C'est pas si souvent qu'on les laisse s'exprimer. Ben là, on a souhaité aller à Louviers. On a rencontré Josette et Claude. Ce sont deux personnes âgées, 82 et 84 ans. Claude est atteint de divers syndromes qui lui posent énormément de problèmes. Il est dialysé complètement 3 fois par semaine. Et qu'ont à dire ces deux personnes âgées qui vivent confinées dans leur appartement à Évreux? Ben regardez, 6 minutes 40, on leur donne du temps d'antenne, on les laisse nous expliquer. Nous sommes un couple de personnes âgées. Mon mari a 84 ans, moi j'en ai presque 82, et nous sommes confinés comme beaucoup de personnes âgées. Et comme beaucoup de personnes âgées, le plus dur, c'est de ne pas voir nos enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants. Moi, je suis obligée, mon mari est gravement malade, donc je suis obligée de sortir pour les médicaments, pour le médecin, pour des soins. De temps en temps, mais très peu. Et j'arrive à gérer. C'est beaucoup plus dur pour lui, mais pour moi, c'est un peu dur. Alors nous, ce qui a beaucoup changé dans le confinement, c'est qu'on recevait beaucoup d'amis qui venaient voir mon mari malade, les enfants, la famille, et du jour au lendemain, on s'est retrouvés tous les deux. Et c'est très dur, les journées sont longues, les discussions, étant donné qu'on ne voit personne, il n'y a pas beaucoup de sujets de discussion, et c'est très pénible. Et tous les 2 jours, mon mari part à l'hôpital pour une dialyse, ce qui fait que je me retrouve tout seul dans un appartement, même si on s'occupe, non, ça semble vraiment, le confinement c'est très long, les journées sont longues. Je vais vous surprendre. Parce qu'en fait, pour moi, le confinement, pas grand-chose a changé. 3 fois par semaine, je vais à l'hôpital pour faire de la dialyse, ce que je faisais avant. Donc, il y a déjà 3 journées où je ne suis pas confiné. Je vois des gens. Les autres jours, j'arrive à m'occuper. Le confinement ne me prive pas. Avant, je ne sortais pas. Rarement. Et bien là, je sors pratiquement plus. Et les jours où je n'ai pas de dialyse, c'est les mots croisés, l'ordinateur, la télé, et la journée se passe très bien. Il y a 2 jours que j'apprécie particulièrement, c'est le mardi matin et le vendredi matin, parce qu'il y a une femme de ménage très sympathique, qui est d'une gentillesse pas croyable avec nous, et qui met de l'animation. Voilà. J'ai jamais eu peur.
je suis assez facile à soigner, j'accepte facilement les problèmes que j'ai. J'ai jamais eu peur, pourquoi? Parce que quand je vais à la dialyse, d'abord, les ambulanciers ont des masques, personnellement j'en mets un également. Dès que je sors de l'ambulance, je lave mes mains avec un produit hydroalcoolique. Là-bas, dès qu'on arrive, on nous prend la température, on nous relave les mains, on nous change le masque. Et pendant la dialyse, avant on avait un petit encas, un thé, un café, etc. Ben là c'est supprimé parce qu'au point de vue sécurité, on garde le masque du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire de 13h pratiquement à 17h quand je rentre. J'admire le personnel médical, j'admire les toubis, les infirmières, parce que ce sont des gens qui sont d'un dévouement incroyable. Et là-bas, la dialyse, c'est pas gai. Eh bien, les infirmières n'arrêtent pas de plaisanter, de rire avec nous. On rit avec les infirmières. Donc voilà, moi je dis, c'est des gens magnifiques. Si j'avais à revenir sur Terre, j'aimerais faire un métier comme ça. Les pompiers, qui me sont utiles aussi, parce que ça m'arrive de chuter. Mon épouse ne peut pas me relever, on appelle les pompiers pour me relever. C'est un métier formidable. Donc les pompiers, les infirmiers, tout ça, j'aimerais revenir et faire ce métier. À la télévision, on a entendu que les gens sous dialyse ne s'en sortiraient pas. Quand on entend ça et qu'on a un mari dialysé, on a une réaction, automatiquement on y pense. Et chaque fois, je me dis, pourvu qu'il ne l'ait pas attrapé. Bon. Mais si, moi j'ai toujours peur. Pas pour moi, mais pour lui. Évidemment, j'ai craint de l'attraper. Je prends des risques. Bon, de l'attraper moi et de l'amener à mon épouse. Parce que c'est vrai qu'à 84 ans, même les gens qui ne font pas de dialyse, à 84 ans, ils sont condamnés s'ils attrapent ce virus. C'est les personnes âgées les plus fragiles. Donc voilà, on y a forcément pensé. Mais ce n'est pas une obsession, on y a pensé, après c'est tout, voilà, c'est terminé. Pour nous, je trouve que, bon, dans les grandes villes, c'est peut-être pas pareil, mais au niveau de notre ville, quand on dit qu'on s'occupe des personnes âgées, je n'ai jamais eu un coup de fil de la mairie ou des services sociaux qui nous ont demandé si on s'en sortait, si on avait besoin d'aide. Donc là, au niveau des petites villes, je ne trouve pas qu'on ait fait beaucoup de choses. Si, là, on sait qu'on va avoir un masque le 11 mai, d'accord. Mais alors, je pense qu'au niveau national, ils ne pouvaient pas faire autre chose, c'est dur, il faut l'accepter. Mais là, non, je pense qu'il y aurait eu plus de choses à faire au niveau de la commune. Pour moi, le monde, il ira mieux pendant certains temps. Et après, je pense que les gens ils reviendront à leurs anciennes habitudes. Tout est beau, là. Il y a une solidarité formidable partout. Dans tous les pays, en France, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais est-ce qu'on va... nous, on y pensera peut-être, mais est-ce que les jeunes vont retenir ça? Est-ce qu'ils vont changer leurs habitudes? Est-ce qu'ils seront... Oui. Il faut qu'une telle catastrophe serve à quelque chose. Bien que c'est cyclique, un jour ou l'autre, on aura peut-être oublié. Dans 100 ans, dans 200 ans, j'en sais rien. Il y aura des améliorations à tout point de vue. Mais ça va servir de leçon pour beaucoup de choses. Tant au point de vue politique qu'au point de vue vie sociale, à tous les niveaux, il faut que ça change. C'est filmé, là? Ah ben, le reportage n'était pas terminé. Il y avait la plus belle phrase de Claude qui était à venir. On ne l'a pas entendu. C'est dommage. Ça se terminait. Il ne savait plus qu'il était encore filmé. Et il se retournait. Ah, je voudrais qu'on la passe. Je voudrais qu'on la passe parce que ça m'a ému. Si on peut passer juste la fin, ça me ferait plaisir. Il faut que ça change. C'est filmé, là? Je t'aime.
Voilà, vous comprenez pourquoi je Effectivement, souhaitais ça qu'on aurait ne été rate dommage. pas la fin de ce reportage, tout simplement parce que ça veut dire que Anthony et Thomas, c'est rassurant, ça fait du bien, ça veut dire que l'amour n'a pas d'âge et que ça peut durer très longtemps. J'en ai vous jamais a- douté. Ça vous a ému, ça. Ouais, ça m'a Ouais, ému. non, mais c'est- Oui, ça se ça voit, m'a ça se ému, voit. effectivement. Vous en aviez parlé. Voilà, merci en tout cas à Claude et Josette de s'être prêtés. C'est pas toujours facile d'accepter les micros et les caméras, mais voilà, ils l'ont fait parce qu'on souhaitait passer un peu de temps en laissant les personnes âgées parler elles-mêmes et non pas toujours parler à leur place. Alors maintenant, on va passer un choc générationnel puisqu'on passe avec Oula. un jeune qui est François Cauchois. Bonjour François. Bonjour à tous. Bonjour. Allez, Bonjour. dites-nous votre âge François. Bien, j'ai 28 ans. Voilà, bah oui, c'est une sorte de choc C'est très intergénérationnel par rapport à Claude et Josette qui avaient respectivement 82 et 84. Alors, on passe à un défi sportif, on passe à ce qu'on appelle une initiative d'origine solidaire aussi. Vous avez réfléchi, vous avez eu envie de proposer quelque chose et on vous laisse nous expliquer. Oui, tout à fait. En fait, moi, je m'apprête à réaliser, à tenter de réaliser un défi sportif le week-end du 9 et 10 mai. Donc, c'est pas ce week-end-là, mais le week-end d'après. C'est un défi qui a un double objectif. Le premier, c'est donc d'aider nos soignants en récoltant un maximum de fonds à l'aide d'une cagnotte. Le second objectif, c'est en fait de promouvoir les bienfaits du sport et du dépassement de soi de façon générale dans la vie privée et professionnelle. Le défi en lui-même, il est de pédaler durant 22h22. Et pourquoi 22h22? Eh bien 22h22, tout simplement puisque ma maman est décédée il y a 2 ans, donc en référence à son 2e anniversaire, 22h22. Voilà. D'accord. Et qui va financer les dons qui vont affluer? Enfin, Eh ils bien, vont un venir maximum d'où? de personnes. En fait, la cagnotte sera mise en ligne. Le but étant de récolter des dons d'un maximum de personnes. Voilà. Et ce sera remis à quelle association? Et l'association, c'est donc la Fondation de France. C'est un organisme qui, d'autant plus aujourd'hui, accompagne les soignants. Voilà. Alors dites-moi, François, comment vous avez choisi, sélectionné en quelque sorte la Fondation de France, tant les associations et organismes qui pouvaient être les destinataires de vos dons sont nombreux? C'est pas évident. Je me suis posé beaucoup de questions, savoir si je choisissais quelque chose de local, un organisme spécialisé. Je prends un exemple, et ça a un lien, ça a un sens avec en plus le départ de ma maman. J'aurais tout à fait pu choisir un domaine comme la psychiatrie, qui, on s'en doute, après le confinement, je le souhaite pas, mais malheureusement c'est certain, ça va être catastrophique. Voilà, donc j'aurais tout à fait pu, sauf que je voulais aussi trouver un organisme qui permette de fédérer un maximum de personnes et que tout le monde puisse s'identifier à la cause. Voilà. Et vous pensez pouvoir faire combien de kilomètres en 22h22? Beaucoup, je pense. Je pense qu'on va être entre 450 et 500 km. Vous Bah êtes oui, un cycliste accompli, oui, voilà, je cherchais le mot. Merci Anthony. Je vous en prie. Vous avez l'habitude, vous êtes un cycliste. Quand- Vous êtes un cycliste du dimanche ou vous en faites vraiment très Quand régulièrement? on voit Alors, les images, on j'ai- pense que vous êtes un cycliste accompli, mais J'ai absolument pas l'habitude de pédaler 22h22. En revanche, oui, le sport fait partie de mon quotidien. J'ai un amour pour le sport inconditionné, donc oui. Et puis les défis en eux-mêmes, enfin, c'est quelque chose qui, c'est un peu mon moteur, quoi. alors, juste que ce soit bien clair, en gros, les gens vont mettre dans la cagnotte et quoi qu'il arrive, vous allez pédaler 22h22 ou vous allez pédaler plus longtemps s'il y a plus d'argent que prévu? Alors, c'est une super question. Effectivement, il y a la possibilité que la cagnotte explose et c'est évidemment l'objectif. En revanche, je m'arrêterai au 22h22. Je suis navré, mais je ne ferai pas plus. Petit joueur, C'est déjà pas mal. petit bras, petit bras. Bon, François, c'est déjà un début. Il y a Marine qui vous dit bravo. Hein. Merci, Et merci Marine. On retrouve toutes les infos où? Est-ce que vous avez un site internet, une page sur les réseaux sociaux? Tout à fait. Alors, le défi sera filmé en direct tout au long du défi. Donc, ça sera sur mon compte Instagram, françois.trail. Voilà, françois.trail. Vous pouvez me suivre et le défi sera rediffusé en direct sur ce réseau social-là. Voilà. Ok.
Eh ben, écoutez, on remettra ça en commentaire de l'émission. Merci, François Cauchois. Avec grand plaisir. Merci, bon courage. Et surtout. puis, C'était un bon plaisir. courage. On fera peut-être un point Surtout vous. après votre défi sportif. On essaiera de faire la même chose, surtout. Oui, Tu pourras faire recontactez-nous. 2 minutes 22 si tu veux, Thomas. Recontactez-nous Ouais, voilà. après cette opération. Ça peut être intéressant de faire un bilan, de voir comment les choses ont résonné et comment vous avez touché le cœur d'un certain nombre Et de puis personnes. savoir combien vous avez récolté aussi. Voilà, c'est ça. Ouais. Moi, je Tout disais à fait. toucher, Eh bien, oui, je je disais toucher le cœur. disais- Anthony dit récolter. Mais Du pragmatisme, Sylvain, du pragmatisme. alors, Merci beaucoup. je suis trop sentimental. Ça doit être ça. Mais oui, mais aujourd'hui, on vous Trop sent fleur sentimental. bleue. Il est temps que ça se termine, tout ça. On vous sent ému, on vous sent plein Bon, plein stop. d'envie de week-end. Stop. Je voudrais qu'on revienne quelques instants avant d'avoir Christophe Marguet sur cette journée du 7 mai qui doit ouvrir sur un peu plus d'informations avec 2 couleurs, le vert et le rouge. Oui. On a eu là les jours derniers des questions des internautes sur ce sujet. Ça paraît encore très flou. Le Où- 7 où mai, est-ce qu'on en est le 7 mai, on en saura un peu plus sur l'état des départements, enfin département par département, sur les couleurs rouges avec une propagation conséquente du virus, vert avec une propagation plus limitée. On aura déjà aussi plus d'informations dans l'après-midi aujourd'hui, puisqu'on a un grand rendez-vous à la préfecture avec à la fois le préfet, à la fois l'ARS et également la rectrice pour faire le point sur la rentrée scolaire, sur l'état des forces médicales et également sur les mesures prises en vue du déconfinement. Donc ça, ce sera à suivre aussi en direct sur parisnormandie.fr. Exactement, on sera en direct. Ça sera en direct sur Facebook Tout à Paris fait. Normandie aussi. Voilà. Oui, juste avant d'avoir le médecin chef de l'unité pédiatrie du CHU de Rouen, ça nous intéresse. Nous sommes très nombreux à être parents. Nous avons Karine Auchard. Bonjour Karine. Ah. Vous êtes là avec nous Oui, sur le plateau? Oui, je suis là. Voilà, Pas on avait contre-jour, mais fait vous êtes déjà là. un petit point avec vous il y a quelque temps. Je me Oui, tout à souviens, vous étiez déjà passé par le plateau de Lignes Ouvertes. On refait un petit point avec vous. Alors, juste pour préciser les choses, que ça soit intelligible, il y a ce groupement régional d'appui au développement de la santé à distance, de l'e-santé. Ça s'appelle le GRAD. Vous dites GRAD ou GRADES? Grade, ok. Vous êtes donc, vous, la dirigeante de tout cela. L'objectif, c'est, en relation avec l'autorité régionale de santé, c'est-à-dire l'ARS Normandie, de développer l'e-santé, notamment à travers les téléconsultations. Et à partir de là, il y a du numérique, il y a de l'application, et c'est là où on vous laisse la parole. Oui, tout à fait. Merci de m'avoir à nouveau invité à participer à votre journal. Aujourd'hui, à un peu plus d'un mois après le début du confinement, ce qu'on peut faire comme constat, c'est que la télémédecine a vraiment rendu beaucoup de services. On a vu une augmentation exponentielle des actes avec plus de 23 000 actes qui ont été réalisés sur la plateforme régionale depuis le début du confinement. Oui, parce que si je me permets de vous interrompre juste un instant, Karine, quand vous étiez passé par le plateau, c'était au tout début. Oui, on tout à annonçait, et donc l'intérêt, effectivement, et vous allez le faire, c'est de faire cette analyse des cas, voir où on en est. On anticipait effectivement déjà une hausse à l'époque. Oui, on était avant confinement à peu près à 60 téléconsultations par semaine, ce qui était assez équivalent à d'autres régions. C'est assez raisonnable et c'était des pratiques qui commençaient à s'impliquer dans les pratiques professionnelles. Et là, aujourd'hui, on est à 700, 800 téléconsultations par jour. Donc c'est vraiment énorme. Est-ce que vous pensez que ça va perdurer après le déconfinement partiel du 11 mai? Alors, aujourd'hui, on est confronté à une hausse énorme, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'autres alternatives pour les patients qui ont un peu peur d'aller au cabinet, qui ont un peu peur d'aller à l'hôpital. Et c'est d'ailleurs dommage, puisque tout est fait pour pouvoir les accueillir de manière sécurisée. Par contre, là, aujourd'hui, on est effectivement, comme je vous le disais, à 700, 800 téléconsultations par jour. Ça va redescendre, c'est évident, puisque les patients vont reprendre leurs habitudes. Et la télémédecine devrait sans doute rester dans les pratiques, mais pour des cas d'usage qui seront plus limités. Je me souviens qu'à l'époque, se posait aussi la question de convaincre éventuellement les professionnels qui pouvaient être réticents. Là, aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes? Est-ce que là, la démonstration est faite que c'est indispensable? Que c'est indispensable, oui. Alors effectivement, on a vu passer des noms de praticiens qui étaient un peu réticents à ces pratiques en disant que ça pouvait déshumaniser la santé. Aujourd'hui, la démonstration est faite que non. Au contraire, les retours sont extrêmement bons. Ouais.
que ce soit par les médecins, par les patients. Les patients sont ravis de pouvoir voir leur médecin quand ils sont à la maison. Ça limite aussi les déplacements. Donc aujourd'hui, les déplacements, plus on peut les limiter et mieux c'est. Donc de pouvoir avoir accès à l'avis médical sans prendre de danger, ça a vraiment, dans un contexte comme celui-là qui est exceptionnel, ça a vraiment montré sa valeur ajoutée. Et la télémédecine pour demain, je pense vraiment que beaucoup de praticiens nous disent ça m'a donné des idées pour des renouvellements d'ordonnances, pour pas mal de choses où le médecin n'a pas forcément besoin de palper le patient, de l'ausculter de manière approfondie. Cette téléconsultation trouvera sa place dans l'avenir, c'est évident. Alors, Karine Auchard, on parlait tout à l'heure des différentes générations. On a donné la parole en début de programme tout à l'heure à des personnes âgées. Cette téléconsultation qui passe par caméra, micro, ordinateur, est-ce qu'elle peut recevoir le même engouement chez toutes les générations? Je pense notamment aux plus âgés qui sont peut-être moins appétents par rapport à cette forme de relation avec leur médecin? Alors en fait, c'est vrai qu'on pourrait penser ça, ce qui est pas toujours le cas. D'ailleurs, les patients âgés sont très réceptifs à la nouvelle technologie et aux téléconsultations. On a très très peu de retours comme quoi les patients n'ont pas souhaité être téléconsultés quand ils n'ont pas le matériel, parce qu'aujourd'hui, on leur envoie soit un mail ou un SMS, et dedans, il y a un lien. Quand on clique dessus, on rentre en visio immédiatement. Il n'y a rien à installer, c'est vraiment très simple. Donc, soit ils ont accès à Internet chez eux, et du coup, ils peuvent réaliser la téléconsultation seuls face à leur praticien. Et s'ils ne l'ont pas, ils peuvent être accompagnés par un infirmier qui vient au détour d'un soin et qui va permettre de réaliser la téléconsultation avec le médecin au travers de ses propres outils. Donc aujourd'hui, tout est fait pour qu'on puisse répondre aux besoins. Justement, pour les outils, est-ce que vous aidez à l'installation de matériel chez les praticiens? Et si c'est le cas, est-ce que vous avez une hausse de la demande également? Alors, côté praticien, le matériel est très simple. Il faut une caméra et un micro de qualité professionnelle. Donc, il faut un logiciel. Voilà, le logiciel, il est web, il n'y a rien à installer, donc c'est très simple pour eux aussi. C'est pour ça que ça a aussi explosé, parce que c'est extrêmement simple à démarrer. Donc avec un coup de fil auprès du support du grade, vous pouvez avoir un accès à la plateforme. Et si vous êtes équipé d'un micro-casque comme j'ai sur moi et d'une caméra, vous pouvez commencer à faire des téléconsultations. Donc c'est vraiment extrêmement simple. C'est côté EHPAD par exemple, où là oui on a besoin, ou pour les HAD, on a déployé des équipements plus poussés pour permettre des téléconsultations avec un stéthoscope connecté, avec un otoscope, qui permettent d'aller un peu plus loin que juste un entretien visio, parce que la téléconsultation, c'est pas juste de s'entretenir de manière orale avec le patient, il y a aussi besoin de récupérer des constantes, une tension, des choses comme ça. Et aujourd'hui, tous les équipements connectés permettent de réaliser des consultations complètes à distance. Donc dans les EHPAD, on a beaucoup d'EHPAD qui sont équipés aujourd'hui en Normandie. On a des HAD qui disposent de sacs à dos avec des équipements connectés, ouais. Une tablette qui permet de réaliser les consultations au domicile des patients. Et juste un dernier chiffre, du coup, est-ce que vous savez le pourcentage d'augmentation du nombre de professionnels qui se sont équipés pendant la crise, enfin qui se sont connectés pendant la crise? Aujourd'hui, on est à 4500 professionnels de santé qui réalisent des téléconsultations en Normandie. On a, pour donner un chiffre, 2400 médecins, parce qu'après on a ouvert aussi aux kinés, aux masseurs, aux infirmiers, aux sages-femmes, pour permettre aussi la continuité des soins. Et en termes de ressources médicales, on est à 2400, 1370 médecins hospitaliers et le reste, ce sont des médecins libéraux. Donc vous voyez que ça représente près de 1000 médecins libéraux également. Donc on est aussi bien présent sur la ville que sur l'hôpital. Et tous ces professionnels de santé sont vraiment à pied d'œuvre. Ils font beaucoup de téléconsultations. On est à près de 24 000 téléconsultations en un mois et une semaine. Merci Karine Auchard. Je pense qu'on ne manquera pas de refaire un point avec vous, peut-être à la fin de la crise sanitaire. Voilà, si ça se termine un jour. En tout cas, refaire un point d'étape dans quelques semaines. Et puis je note que derrière Karine Auchard, il y a, vous savez, la fameuse bibliothèque. C'est-à-dire ça amuse de plus en plus. C'est vrai que tous les médias audiovisuels pratiques comme nous, d'ailleurs, tout le monde fait Skype, y compris les grandes chaînes de télévision. Et il y a toujours la fameuse bibliothèque derrière les intervenants par Skype. Alors juste pour finir, puisque c'est la fin de la semaine, là, le week-end s'annonce, c'est quoi votre bouquin du moment, Karine Auchard, puisque je vois la bibliothèque? Alors là, en ce moment, j'ai pas le temps. Je suis vraiment en train de travailler à pied d'œuvre. Nous, on est loin du chômage technique. Hein. Mais vous lisez Paris-Normandie tous les jours. Voilà, ça exactement. Et on vous recommande cette lecture. Avec une interview de Philippe Martinez, de Thomas Dubois. On précise qu'on l'a teasé hier. Merci beaucoup, Karine Auchard, d'avoir fait un point avec nous après cette première fois, effectivement, où on avait abordé avec vous il y a quelque temps cette initiative pour laquelle vous travaillez d'arrache-pied. On l'a bien compris. Bonne fin de semaine. Merci beaucoup. Merci.
au revoir. et bon Merci. 1er mai. Donc on va passer maintenant, messieurs et vous tous qui nous suivez, à ce sujet des enfants. Reprécisez-nous le cadre, Anthony, s'il vous plaît. Alors, il y a une maladie qui s'est développée vraisemblablement en Angleterre, des alertes sur une maladie spécifique qui se rapproche visiblement du syndrome de Kawasaki. Alors, je ne suis pas expert santé, mais le professeur Marguet que nous allons avoir va nous en dire un peu plus. Cette alerte, elle est également en France. Alors, je vois que le professeur Marguet arrive en plateau via Skype, donc je ne vais pas trop en dire pour ne pas dire d'ânerie. Je préfère laisser parler les professionnels de santé. Bonjour, professeur Marguet, est-ce que vous nous entendez? Oui, il est avec nous. Bonjour. Je vous entends. Vous êtes avec nous, bonjour. Et la technique chez nous nous demande si vous pouvez opérer une rotation de 90 degrés de votre écran, de telle sorte que vous puissiez avantageusement remplir l'image. On voit votre bibliothèque. peut-être- Voilà, c'est ça, impeccable. Voilà. Voilà, Merci très, beaucoup, très, très professeur bien. Marguet. Merci d'être avec nous sur dans le plateau. Lignes ouvertes. La première question, elle est toute simple. Est-ce que vous m'entendez? Alors là, Alors, là, vous on est- êtes complètement à on a un beau contre-jour. contre-jour, mais Vous êtes complètement à contre-jour. S'il n'y a pas une petite lampe qu'on peut braquer sur vous. oui, une petite. Bon, Parce que là, sinon, vous là, êtes le. là, on a l'impression d'être avec Batman. Ou l'intervenant mystère. On va y arriver. On va y arriver. Ça va mieux là? Voilà, c'est mieux, c'est mieux. Là, c'est mieux, C'est parfait. mieux, Merci merci. beaucoup. Oui, la première question, elle est toute simple. C'est quoi cette maladie, en fait, dont tout le monde parle en ce moment? Ah, le syndrome de Kawasaki? C'est le syndrome de Kawasaki, du coup, dont on parle en ce moment. C'est pas une maladie proche du syndrome de Kawasaki? Oui, mais en fait, au départ, ça a été décrit comme étant un syndrome qui ressemblait au syndrome de Kawasaki. En fait, le syndrome de Kawasaki, c'est une vascularite, c'est-à-dire c'est une inflammation qui a comme point de départ les vaisseaux, qui chez l'enfant se traite souvent, dans la grande majorité des cas, très bien, en faisant des perfusions d'anticorps aux enfants de façon précoce et qui ne récidive pas. Donc c'est très compliqué par rapport à d'autres maladies qu'on appelle des maladies générales et de système chez l'adulte. C'est très compliqué en fait d'en connaître parfaitement bien le décours et d'en connaître bien les causes. Mais maintenant, ça fait quand même de nombreuses années que l'on pense que c'est un syndrome qui est plutôt post-infectieux, c'est-à-dire qui survient pour des raisons d'emballement probablement des défenses après une infection virale. Donc ce serait lié au Covid, selon les informations qu'on a actuellement? Par rapport au Covid, effectivement, il y a quand même une relation avec le temps, puisque ces cas surviennent alors que l'épidémie de Covid est en train de se terminer dans l'ensemble de la France, mais est encore un peu active en Île-de-France et dans le nord de la France aussi un petit peu. Excusez-moi de vous couper, mais est-ce qu'au CHU de Rouen, vous avez été confronté à des cas qu'on décrit là depuis maintenant 24-48 heures? On parle de cas à Lille, on parle de cas à Amiens, on parle de cas à Paris. Ouais. Alors, à moins qu'il y en ait eu un cette nuit, mais en tout cas, jusqu'à maintenant, il n'y avait pas eu ces cas qui sont allés en réanimation. Mais en refaisant le tour, c'est vrai qu'on n'en a eu qu'un seul. On a eu un syndrome de Kawasaki il y a une semaine ou 10 jours, qui a été testé, qui était négatif. Mais bon, c'est vrai qu'en regardant ce qui se passe actuellement, on peut pas. Voilà, peut-être que oui. Mais comme vous écrit vous-même dans le journal ce matin ou hier, je ne sais plus, et ça a été rapporté essentiellement par la presse, parce que ce sont des alertes qui ont été données par les médecins anglais. Sur ce, les Parisiens se sont aperçus que dans leur réanimation, ils avaient des cas similaires, donc on crée une alerte après nationale en France, mais on n'a pas de données scientifiques encore, c'est-à-dire on n'a pas de rapport comme on fait nous les médecins sur des articles scientifiques. Il y a juste un cas qui a été rapporté dans la littérature, mais à Paris, les informations qu'on a eues, ce sont les mêmes, c'est-à-dire que ça touche des petits mais aussi des plus grands. Et les tests sont loin d'être positifs. Et est-ce que
tous les enfants, tous les cas qui ont été recensés étaient des enfants testés positifs au Covid-19 ? Non, justement, non. Donc c'est difficile de faire un parallèle. Il n'y a pas de parallèle de fait, même entre le Covid et la maladie, la maladie Kawasaki. Dans ces tableaux de vascularite, on peut effectivement avoir une inflammation du cœur ou des anomalies des coronaires. Vous savez, c'est les vaisseaux qui irriguent le cœur. Et c'est ceux qui se bouchent quand on fait un infarctus, quand on est beaucoup plus vieux. Donc, traiter tôt cette maladie, quelle que soit la cause, on sait très bien que ça préserve quand même les complications cardiaques et qui sont finalement celles qui sont les plus embêtantes. Ce qui semblerait être dit là, c'est que certains enfants ont un tableau cardiaque parfois un peu plus sévère, mais jusqu'à maintenant, en tout cas, il faut prendre ça avec prudence, mais les informations qui circulent, c'est que finalement, ces enfants sont surtout surveillés après, mais évoluent bien. Pour être clair, dans le contexte actuel, alors forcément on imagine que ça inquiète beaucoup de parents. Est-ce que vous auriez plutôt tendance à avoir rassuré les gens aujourd'hui sur ce sujet-là ? Ça, c'est le deuxième volet. Ouais. Je pense que si on se fie un peu à nos expériences, on a quand même probablement très envie de dire que ce sont des conséquences d'une infection virale. Et comme toutes ces conséquences d'infection virale dans ces maladies-là, elles surviennent plutôt après. C'est-à-dire que même si vous avez fait une forme asymptomatique, c'est-à-dire sans aucun symptôme, on peut très bien, parfois, chez certaines personnes, avoir des complications après. Mais ça, c'est vrai avec tous les virus. C'est pas vrai qu'avec le Covid. Et on le voit. Parce que c'est vrai. Je termine. Mais je vous en prie. On le voit parce que quand on a des Kawasaki, souvent on en a plusieurs, vous voyez, d'un coup. Alors pour répondre et pour rassurer, il faut quand même bien insister sur le fait que dans toute la littérature, dans toutes les données de notre système épidémiologique, c'est-à-dire de surveillance de santé en France, les formes pédiatriques sont des formes qui sont bénignes. Les formes pédiatriques de Kawasaki. Non, les formes bénignes de Covid. Ah voilà, non, mais c'est important de le préciser parce que là, c'est pour ça que je voulais vous interrompre, mais en fait, on ne savait plus trop de quelle maladie vous parliez. Donc là, vous parlez des formes bénignes de Covid chez les enfants. Au début, je parlais du Kawasaki, et là, le deuxième volet, c'est effectivement la maladie qui s'appelle Covid-19, et il faut bien dire aux parents, et la Société française de pédiatrie a discuté avec l'ensemble des groupes de spécialités pédiatriques, dont moi, si vous voulez, et la Société française de pédiatrie rappelle que c'est une maladie bénigne chez l'enfant et qu'il faut les considérer comme telles. Et pour cette raison, d'ailleurs, ils peuvent retourner à l'école. Sauf des cas très particuliers. Et ça, je crois qu'il faut... Et vous avez raison d'insister, c'est très important de dire et de rassurer les parents sur les enfants. Oui, donc attendez, si je peux me permettre, monsieur le spécialiste, parce qu'il y a des interrogations qui se posent chez celles et ceux qui nous suivent, qui vous écoutent, donc on peut dire que la relation... important de leur dire, même si c'est un peu simpliste, mais la relation avec le Covid n'est pas complètement établie. C'est bien pas établie. Exactement. On a Bérangère, par exemple, Bérangère qui nous suit et qui se pose des questions. Voilà, là, on est d'accord là-dessus ? Entièrement d'accord. C'est ce que rapportent nos collègues parisiens, puisque c'est eux qui ont le plus de cas. Quelques cas quand même. Et actuellement, ils ne peuvent pas faire une relation démontrée entre le Covid et toutes les formes de Kawasaki qu'ils ont eues. Et il paraît qu'en Allemagne, il y a 0 cas. Alors là, j'avoue que comme ce sont que des... Comment dire que ce sont des informations qui circulent par des réseaux. L'Allemagne, j'ai pas de. D'accord, ok. Thomas Dubois. Vous l'avez évoqué rapidement, les parents en ce moment reçoivent aujourd'hui des questionnaires de leurs écoles pour savoir est-ce qu'ils sont prêts à les remettre à l'école à partir du 11 mai ou à la crèche. Quels sont aujourd'hui, vous sembliez dire que
on pouvait aujourd'hui mettre ses enfants à l'école, vous seriez plutôt à encourager les parents à le faire. Ça, c'est important, Thomas, et Christophe Marie aussi, c'est important parce que, vous voyez, parmi ceux qui nous suivent, tout le monde, on peine quelquefois à comprendre. C'est vrai que ce sont des spécialités médicales. Finalement, ce qu'on a besoin de savoir, c'est est-ce qu'on peut laisser nos enfants retourner à l'école en toute sécurité? Oui, je vais vous répondre en 3 volets. La grande majorité des enfants qui vont bien, ils vont bien et ils n'ont aucune raison de ne pas aller à l'école. Aucune. Après, vous avez le deuxième volet, c'est des patients, des enfants qui ont des maladies chroniques. Toutes les maladies chroniques ne sont pas graves. Et il y a des maladies chroniques qui, avec leurs médicaments, vont parfaitement bien et sont stables. Ces enfants-là, en prenant des précautions qui sont celles classiques, donc il y aura la distanciation qui doit être prévue à l'école, le lavage des mains et donc le port de masque pour y aller et pour revenir, probablement pas pendant la classe puisqu'ils seront séparés. Ces enfants-là peuvent y aller. Et puis, il y a les enfants qui ont des maladies chroniques et qui sont pas très en forme. Et là, uniquement pour ces enfants-là, il faut demander l'avis à leur médecin référent. Et je rajoute un dernier volet, qui est le Kawasaki. Je rappelle quand même que tous les ans, on a quand même des enfants qui peuvent être extrêmement malades avec des virus, et pas que le Covid-19. Sauf que comme là, c'est une grande épidémie, on ne parle que de ça, mais je rappelle quand même que tout virus peut entraîner parfois des formes très graves chez les enfants, et donc, et heureusement, pas fréquentes. Donc, vous voyez bien que si on reprend ces 4 volets, le dernier du Kawasaki ne doit pas, pour l'instant en tout cas, c'est certainement post-infectieux, on n'est pas sûr que ce soit le même virus qui soit responsable de tout. Et donc, et c'est pas non plus une épidémie qui touche. Il y a 20 cas à Paris, je crois. Donc voilà. Mais il y avait 20 cas de Covid en Chine au début. Enfin, là, je me fais un peu l'avocat du diable, mais le discours est certes rassurant. Mais est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en place pour justement endiguer une éventuelle épidémie de Kawasaki? Alors là, écoutez, moi, je vous donne mon avis personnel et d'expérience. Si vous voulez, ça, ce sont des enfants qui ont fait des complications de leur infection. Et comme vous remarquerez, les cas qui sont décrits actuellement sont des cas qui ont eu soit des problèmes importants comme Amiens, mais ils n'en ont pas beaucoup, et c'est des villes très denses comme Île-de-France. Comment ? Donc, si vous voulez, quand vous êtes malade d'un virus, je vais vous donner un exemple que tous les auditeurs vont comprendre. Quand vous avez une grippe, vous vous défendez contre la grippe et ça vous affaiblit, pour parler simplement. Et on sait très bien que après la grippe, on voit plein d'infections avec des bactéries, et en particulier des infections pulmonaires avec des bactéries. On a un vaccin maintenant contre la bactérie principale qui était le pneumocoque. Maintenant, on n'en voit presque plus. Donc, on a réduit ces complications après une infection virale. Mais on peut avoir d'autres types de complications après une épidémie. Mais ça ne veut pas dire que les complications en elles-mêmes sont une épidémie. En un mot, on ne peut pas parler d'épidémie de Kawasaki, on peut parler d'épidémie du virus Covid. Or, dans cette épidémie du virus Covid, les enfants ne présentent pas de forme, enfin très 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 peu des formes asymptomatiques, qui ont nécessité une hospitalisation. Et les Kawasaki vont être des complications, et si elles sont toutes rattachées, en tout cas il y en a quelques-unes qui sont rattachées, elles vont rentrer dans les formes compliquées du Covid, mais elles doivent être un peu dissociées de l'épidémie Covid. D'accord. Merci, monsieur le médecin. Vous voyez, comme quoi, ça n'est pas simple. Ça n'est pas simple parce que, et ça ne nous étonne pas, vous voyez, par exemple, 2 personnes parmi d'autres qui nous écoutent, qui participent à notre programme. Jennifer, par exemple, qui dit « Bon, il faut arrêter de nous rassurer, ça ne marche pas. » Elle ne parle pas de vous, elle parle du discours ambiant. Moi, je ne mettrai pas mes enfants à l'école. Gilles, pareil, il dit « Il n'y a pas de garantie, moi, je n'ai pas envie de courir de risque. » Donc, effectivement, ce n'est pas simple. C'est intéressant, parce que ça montre bien que beaucoup de gens, on est tous en attente de réponses très simples et précises, et sauf que c'est pas possible de les donner. Bah oui, voilà.
Si, faut pas. Je suis pas tout à fait d'accord. On va devoir, excusez-nous, on va devoir arrêter parce que il y a le programme qui se poursuit derrière nous, bien que ça soit très intéressant. Dernière chose, je ne voudrais pas oublier Françoise. Françoise qui nous demande, on n'est plus totalement dans la pédiatrie, mais sauf qu'elle parle de la famille. Elle dit si des enfants ont des parents obèses et que les enfants retournent dans le monde avec tout ce qui s'y passe, est-ce qu'ils font courir des risques à leurs parents? On a entendu, je crois, que l'obésité pouvait être un facteur aggravant, le cas échéant, pour quelqu'un qui contracterait le virus. Alors là, pour le coup, je vais être franc, je n'ai pas de réponse parce qu'on a beaucoup de difficultés actuellement pour savoir si les enfants ont participé à l'épidémie en étant contagieux. Oui, d'accord. Et comme ils n'ont pas été très malades, j'insiste, et je pense qu'il faut rassurer vraiment les parents, en fait, on a aussi très peu de données chez les enfants. Donc, vous voyez, la relation contagion et enfant, elle est très très mal connue pour l'instant. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. C'était une forme de réponse à Françoise qui nous posait cette question. Voilà. Mais écoutez, merci d'avoir fait œuvre effectivement de la meilleure pédagogie possible. C'est pas toujours simple quand on est un spécialiste d'un métier de porter le discours auprès du grand public, mais vous avez essayé de le faire et on vous en remercie. Merci beaucoup, professeur Marguet. Merci beaucoup. On va enchaîner avec un genre tout à fait différent. On passe de l'hôpital à l'entreprise, mais on ne va pas tant parler d'entreprise que ça. On va plutôt parler de talent artistique, messieurs, que je vais laisser à votre appréciation, puisqu'on va accueillir un chef d'entreprise qui ne fait pas que diriger son entreprise dans des moments très difficiles, on le sait. Lui, il fait de la musique, c'est sa passion, c'est son hobby. Il l'a fait avec des copains en fin de semaine dans son garage. Et puis, il s'est dit, tiens, et si je faisais une petite chanson pour soutenir à sa façon. Il l'a pas faite avec des copains dans son garage, cette chanson. Comment? Il l'a pas faite avec des copains dans son garage, cette chanson, parce qu'elle a il va nous dire, justement, il va nous dire, puisqu'on est avec lui. Bonjour, Christian Marquis. Vous nous entendez, Christian Marquis? Bonjour. Bonjour, oui, je vous entends bien. Bonjour, on est heureux de vous accueillir. Donc ça y est, j'ai fait la présentation. On dira quelques mots de votre entreprise juste après, mais parlez-nous d'abord de ce chef d'entreprise qui se met à la guitare et puis qui se dit, tiens, je vais composer une petite chanson en hommage au personnel soignant. Ce chef d'entreprise, il ne se met pas à la guitare particulièrement parce qu'il en fait depuis qu'il a 15 ans. Donc je fête mes 54 ans très prochainement, donc ça fait quand même presque 40 ans maintenant que je fais ça. Et ça m'a jamais lâché, j'ai eu déjà l'occasion de le dire plusieurs fois, mais c'est pour moi une manière aussi de garder le lien avec ce que j'étais quand j'étais plus jeune, garder le lien avec ce que j'aime aujourd'hui, et puis créer des liens nouveaux aussi avec des gens qui ne sont pas du tout dans l'environnement de l'entreprise et que je rencontre au travers de ça. Donc voilà, c'est d'une richesse. Donc au travers de cette pratique régulière de la musique. Bah oui, bien sûr. Donc vous êtes chanteur, vous êtes guitariste? Oui. Alors, question très technique du spécialiste de la musique de la bande, Thomas Dubois. Non, je voulais savoir, vous jouiez quoi quand vous étiez plus jeune? Vous aviez un groupe? Ah oui, moi j'ai toujours été dans le style un peu pop-rock variété, en fait. Vraiment, c'est le domaine dans lequel j'ai toujours été. Et j'ai toujours eu des groupes de reprises. Alors, quand j'avais 15 ans, c'était déjà le répertoire de Téléphone à l'époque, parce qu'on était fous avec ça. Et puis on est resté vraiment dans ce registre-là, en fait, en réalité, pour mettre l'ambiance, s'amuser, se détendre. Voilà, c'est vraiment. Et donc là, vous avez composé une chanson rock pour. On va l'écouter. Pas tant que ça, en fait. Une balade. Une balade. Alors j'ai fait quelque chose parce que je joue un peu. C'est un slow. Pardon? Non, c'est un slow peut-être. Non, c'est pas un slow. Non, c'est un peu rythmé, c'est sur un rythme un peu syncopé, et c'est au clavier en fait. En réalité, je joue en duo avec un autre chef d'entreprise que Monsieur Richon connaît bien également, et on se produit régulièrement, et on est en train de créer quelques chansons comme ça pour les reprendre à deux avec simplement une petite boucle de il faut inviter Sylvain aussi. Hein. Comment elle s'appelle votre chanson? Quel est son titre? La chanson, et forcément, n'étant pas un professionnel de secteur, j'ai un trou de mémoire au moment où je veux vous le dire. Vous ne savez plus comment vous avez appelé votre chanson. Allez, on va dire chanson pour les infirmières. Chanson pour les infirmières. Oui, en fait, l'idée par contre de la chanson est très précise. J'ai un de mes salariés dont la femme est infirmière, et elle est infirmière à l'hôpital de Lisieux, très exactement, et elle est dans le service Covid en fait de Lisieux. Oui. Et c'est elle qui m'a qui vous a inspiré. Voilà, elle ne le sait pas, si elle écoute l'émission, elle le saura comme ça en fait, mais elle vous a inspiré. Très bien. Écoutez, alors, on écoute 1 minute 30 de votre chanson, puis on se retrouve juste après. Forcément. Je ne voulais pas te déranger, juste t'adresser un baiser
rien que pour toi. Peut-être simplement te dire que le meilleur reste à venir. Garde ça pour toi. Que dans nos yeux, si le courage ne devait avoir qu'un visage, ce serait toi. Quand tout cela sera fini, on sera tous réunis avec toi. Avec toi. Avec toi. Christian Marquis, le titre, c'est Avec toi, en fait. Ben oui. Tout simplement. tout simplement. Voilà. Alors écoutez, encore une fois, cette chanson-là n'est pas la chanson, c'est pas Jean-Louis Aubert qui a créé la chanson. C'est un chef d'entreprise qui a pour hobby la musique. Donc voilà, on salue l'initiative qui est de passer du temps à imaginer une mélodie, à prendre une feuille de papier et à écrire un texte. Alors est-ce que vous la mettez sur YouTube, cette chanson ? Non, pas du tout. Non, elles sont circonscrites à l'univers familial en fait. Et puis là. Ah bah là c'est plus familial. Là. Alors là ça part sur le web. Ça part sur le web. 2 mots pour finir sur votre entreprise. On voit vous avez bien pris soin de vous mettre devant vos kakémonos. 2 mots sur Combles dans France. Qu'est-ce que vous faites ? On est aménageur de combles, on transforme les combles non aménageables en nouvel étage dans la maison. Et puis on fait aussi quelques surélévations, comme le montre effectivement l'image derrière moi. On ajoute, en fait, on agrandit les maisons par le haut, en fait, en donnant plus d'espace en fait à vivre aux familles. Ce qui permet, j'imagine, aux familles d'éviter de changer de maison en agrandissant leur maison, en continuant à toujours habiter les mêmes lieux. Ça peut être pratique. Oui. Okay. C'est le meilleur investissement qu'un client puisse faire dans sa maison en fait pour gagner de l'espace, en fait valoriser son bien et puis accroître le bonheur de vivre dans la maison. En fait, Très bien. Eh ben, Christian Marquis, merci beaucoup en toute simplicité de vous être un peu dévoilé comme ça, un peu découvert avec cette activité musicale qui n'est pas bien sûr le cœur de votre job puisque vous êtes chef d'entreprise. Et bravo. Et bravo quand même. Bravo. Bravo quand même. Bravo quand même, je sais pas pourquoi. Bravo tout court. Merci beaucoup. Et Norbert sur les réseaux disent c'est un comble. Vous voyez, voilà, la boucle. On l'avait jamais faite celle-là. Je sais pas ce que j'allais dire. Je pense que vous l'avez jamais entendu cette blague. Au revoir Christian Marquis. Merci d'avoir participé. Merci beaucoup. Lignes ouvertes. Allez, on va enchaîner avec toujours de la musique, Thomas Dubois. Dans un autre style radicalement différent, on va accueillir Raphaël, le chanteur du groupe rouennais We Hate You Please Die. Alors redites-le nous une fois. We Hate You Please Die. Qu'est-ce que ça veut dire en français ? On te déteste, s'il te plaît, meurs. Ah bah c'est pas à moi que vous dites ça. Non, mais je dis pas à vous. Je vois que Raphaël apparaît à l'écran. Juste quelques mots. Vous savez que Sylvain, Rouen a été une place forte du rock en France au mi-temps des années 70-80. Ça redevient depuis quelques années. Rouen, il se passe beaucoup de choses en ce moment en matière de musique. Alors, je pense notamment au groupe Mankins et We Hate You Please Die que beaucoup de gens ont découvert. Je crois qu'on va voir quelques images rapidement, mais sur la scène du festival Rock en scène à Paris où ils ont joué devant, je crois, plusieurs dizaines de milliers de personnes. C'est là que beaucoup de gens les ont découvert, en tout cas au niveau national. Et aujourd'hui, We Hate You Please Die, ils mettent une jolie carrière. Ils étaient en pleine tournée nationale au moment où cette crise est arrivée. Et Raphaël, pendant ce temps-là, il a lancé au micro. Raphaël, exactement. Voilà, sur scène, au micro. Et en ces temps de confinement, Raphaël, il a lancé un projet de compilation qui regroupe un peu le meilleur, la crème, on va dire, de la scène rouennaise, normande et la scène aussi nationale. Alors plutôt underground. Cette compile, elle est vendue sur Internet et les bénéfices seront reversés au profit. Alors, on ne sait pas encore très bien, justement, mais Raphaël va nous dire. On va peut-être passer avec lui. On va le. Est-ce qu'il a Christian Marquis sur sa compile? Est-ce qu'il a la chanson de Christian Marquis? On pourrait peut-être les mettre en contact. On va les mettre en contact, c'est ça l'idée. Raphaël. Oui, Raphaël, bonjour. Bonjour. Ouais, salut. Non, j'ai pas Christian Marquis sur ma compile. On va vous mettre en contact. Ce sera le bonus track. On va vous donner le 06. Merci Raphaël de venir passer quelques minutes avec nous. Merci à vous. C'est bizarre de revoir des images où il y avait plein de gens collés ensemble. Ça fait quoi du coup? Ça paraît si lointain, en même temps ça l'est pas. C'est bizarre. Je suppose que vous avez hâte de retrouver cette ambiance-là. Ah ouais, carrément. Quelques mots sur cette compile, Six Sad World. Comment est venue l'idée déjà, puis qu'est-ce que vous pouvez nous dire précisément sur qui on retrouve sur cette compile et comment ça fonctionne si on veut se la procurer? Alors dans l'idée, la compilation, elle est sur Litchi.
c'est une plateforme de dons. On peut faire des dons comme ne pas faire des dons, mais on pourra y accéder. L'idée, c'était de réunir plusieurs artistes en fait pour faire des reprises des années 90-2000. Alors, le choix du thème, c'était vraiment pour garder le fun de ces époques un peu insouciantes où on pouvait un peu tout tester en musique, quoi. Et ils ont, à la base, en fait, on devait être 10-15 et beaucoup de groupes ont répondu à l'appel et ça s'est grossi, il y a eu un bouche à oreille. En fait, on s'est retrouvé à 41. On peut en citer quelques-uns, des groupes? Ouais, ça va de Mankins, comme on vous en parlait juste avant, à Pogo Car Crash Control. On a Double Date with Death qui sont eux-mêmes carrément du Canada. On a Periods qui sont de Paris. Enfin, en gros, ça brasse vraiment au TH d'Afrique qui représente un peu toute la team rock de Bordeaux. Ça brasse vraiment plein de gens. Excusez-moi, Anthony, juste pour être en synchro avec les questions qu'on nous pose, on a Françoise qui nous suit et qui se pose la question de savoir d'où vient le nom We Hate You, Please Die. Vous l'avez trouvé comment? Quelle inspiration, influence? Oui, pour ça, en fait, ça vient d'un film qui est à la base une BD qui s'appelle Scott Pilgrim vs. The World. Ouais. Et c'est une réplique qui est un film assez rock'n'roll avec une BO très rock'n'roll qui est faite par Beck. Et il y a un moment, en fait, un groupe qui se prend le chou et qui dit j'adore ce nom, We Hate You Please Die, et du coup il l'a choisi comme ça. Enfin, ça me donne envie de revoir le film. Je recède la parole à Anthony. Mais non, je voulais savoir, vous parliez de chansons des années 80-90, quelques titres comme ça qu'on peut retrouver sur la compile? Il y a du Beyoncé, il y a eu du Britney Spears, il y a eu du Jean Pascal, et c'est marrant, on dit Jean Pascal. Jean Pascal de la Star Academy, qui en plus qu'on n'a pas oublié. Jean Pascal, si tu nous regardes. Il l'a mis sur Instagram, il l'a écouté. Et vous chantez quoi? Et après je redonne la parole à Thomas, pardon, j'ai été impoli. Vous chantez quoi, vous? Nous on a repris Freedom Desire de Gala. Un petit morceau a cappella là? Pas a cappella. Ce casting de groupe, justement, finalement, les groupes se sont manifestés spontanément. Pourquoi? Parce que justement, il fallait aussi s'occuper, ou parce que vraiment c'était aussi la démarche derrière à laquelle ils ont été sensibles? En fait, ils ont tous répondu. En fait, on s'est déjà tous retrouvés un peu privés de ce qu'on faisait plus ou moins, pour certains à plein temps, d'autres à côté. Et c'était comment se rendre utile en fait, sachant qu'il y a beaucoup de gens qui sont en plus grande détresse. Nous, on a un toit, on a à bouffer et tout, et comment se rendre utile et faire quelque chose, quoi. Parce que là, les inégalités, c'est de pire en pire en fait. Ça accroît juste le fait qu'on n'est pas tous logés à la même enseigne. Donc, comment de chez nous faire une action pour aider? Et voilà, l'idée de compile est arrivée. Et alors le jeu, bien sûr, c'était que les groupes fassent une reprise, mais sans se déconfiner. Il fallait qu'il. Raphaël. Raphaël, oui, je vous coupe juste quelques instants. C'est parce qu'on dit au revoir à nos amis de Radio Sensation, les auditeurs de Radio Sensation, qui nous écoutent en plus des supports numériques de Paris-Normandie, et ils décrochent avant la fin de l'émission. Donc je leur dis au revoir et on leur donne rendez-vous à lundi. Et nous, on continue. Ouais, Raphaël, je crois qu'il y a plus de 6 000 € déjà qui ont été récoltés, justement. À qui vous allez les verser? L'intégralité va aller au Secours Populaire. Je voulais vraiment bosser avec une action de terrain qui est un peu identifiable. Et là, je me suis un peu entretenu avec eux et tout. Là, les besoins, c'est encore pire. C'est de 20 à 50% selon les régions de besoins en plus qu'avant. Donc, pour moi, c'est tombé un peu comme une évidence de passer par eux, quoi. On va peut-être le repréciser dans les commentaires, mais c'est un album qu'on retrouve, c'est ça? C'est un disque ou c'est un fichier à télécharger? Oui, c'est ça. Comment on se procure? Comment on se le procure, tout simplement. Voilà, merci Sylvain. Alors pour l'instant, en fait, c'est un lien d'écoute qui est sur Litchi et sur Bandcamp. Donc vous pouvez en fait aller sur la cagnotte et faire le choix de participer ou pas. En fait, je voulais pas non plus que ce soit restrictif et que ce soit accessible. Enfin, la culture doit être accessible à tout le monde. Et je voulais pas que il y a d'autres gens qui peuvent aussi ne pas avoir forcément plus à donner que ça et qui peuvent quand même écouter la compile, quoi. En fait, c'est une démarche à chacun de donner ou pas. Et ensuite, sur ce Litchi, il y a un lien d'écoute et du coup, on peut écouter les 42 chansons comme ça. Et là, je suis en train de voir pour essayer de migrer vers d'autres plateformes, les plateformes un peu plus habituelles, Spotify, Deezer, mais en gardant cette idée que les fonds récoltés aillent au Secours Populaire. Quelque part, ça perdure l'action un peu. Il faut rappeler le titre, donc c'est Sick Sad World Music, c'est bien ça? C'est ça, en référence à la série Daria des années 90. Est-ce qu'il y aura un volume 2?
J'y pense. En fait, le truc qui devait être un one-shot, je suis content. En fait, ça a vachement plu aux gens. J'ai reçu des messages vraiment très choux, disant aux gens que ça leur avait fait un bon bol d'air frais et tout. Et surtout au fait d'avoir récolté des fonds, même si c'est une goutte d'eau par rapport aux besoins qu'il y a. Je pense que ce genre d'action spontanée, solidaire entre les artistes qui se mobilisent, entre les gens qui participent, ou même les gens, le fait d'écouter, c'est un truc qui encourage un peu à le faire. Et enfin, ça demande de l'huile de coude. C'est vrai que le but, c'est on s'enregistre de chez soi, donc c'est vrai que c'est de le faire à moindre coût pour ceux qui créent et justement d'en générer des bénéfices pour les actions, quoi. Donc, qu'est-ce que vous avez envie de reprendre pour le volume 2, vous à titre perso? En fait, le Connemara, un truc comme ça? Non, on a des années 90. 80-90. On pourrait changer de thème, hein. C'est pas exclu qu'on change de thème. Hein. Je précise juste quand même, je crois qu'il reste que quelques jours, hein, c'est ça, pour pouvoir, en tout cas sur la plateforme Litchi, pour pouvoir se la procurer. Ouais. Il reste 4 jours, le lien sera toujours accessible, la compile sera toujours accessible. Après, si les gens qu'ils peuvent donner, qu'ils n'hésitent pas à donner aux assos ou même se rendre dispo, ce sera toujours possible, c'est intéressant. Ok, en tout cas bravo Raphaël, merci encore d'être venu parmi nous. Et puis on espère vous revoir très vite sur scène, j'espère dès la rentrée, dès septembre. Oui, moi j'ai hâte d'entendre la reprise de Free From. Et Raphaël, vous mettez on met le lien en commentaire. Ah bah ouais, n'hésitez pas. Voilà. merci, on a passé un bientôt. bon moment merci à vous. De détente à la fin de cette émission de fin de semaine. Et puis on reste avec nous parce que c'est le moment Draco maintenant qui va arriver sur le plateau avec ses petites facéties, son sourire, son humour. Là, logiquement, la porte devrait s'ouvrir et Draco devrait apparaître. On peut le filmer peut-être, Martin, Draco qui apparaît avec cet air un peu sombre quelquefois qu'il peut avoir. Et je vais faire un truc aujourd'hui. Moi, je vais dire au revoir. Oh là là, tout le monde passe devant les caméras. Je vais dire au revoir à toutes celles et ceux qui nous suivent. Je vous donne rendez-vous à lundi avec toute l'équipe. Et puis, je cède ma place à Draco. Donc, Draco, le tour, la magie. Et juste après, la mission, c'est de finir, couper l'émission et dire au revoir. Exactement. Ok, venez, prenez ma place, Draco. C'est un peu sans façon aujourd'hui. Dans la règle de confinement. Voilà. Hop, voilà, quel honneur, la place du chef. Alors là, je suis impressionné. Alors, chers amis, eh bien, vous qui êtes confinés, vous avez peut-être connu une pénurie de papier toilette, ou alors vous aviez stocké, vous aviez tout prévu. Eh bien, j'ai une petite vidéo pour vous. Si vous êtes au bout du rouleau, vous pourrez faire un petit tour de magie quand même. Voilà, je vous laisse regarder en images. Pour réaliser ce tour de magie, vous aurez besoin d'un rouleau de papier toilette, d'un morceau de ruban en tissu et de 4 feuilles de papier toilette. Vous prenez le petit morceau de ruban et vous allez lui donner une forme de U que vous allez coller à l'intérieur du rouleau de papier toilette. Vous pouvez le coller à l'aide de scotch ou bien de colle. Prenez 2 feuilles de papier toilette que vous laissez ensemble et vous allez faire une petite boulette avec tout ceci. Voilà. Cette boulette, vous allez la mettre à l'intérieur du tube et du coup, elle sera retenue par le petit ruban qui se trouve à l'intérieur du tube. Vous prenez les 2 autres feuilles, vous les enroulez autour du tube et vous êtes prêt à présenter le tour. Commencez par enlever les feuilles pour les montrer, puis posez-les sur la table et levez le tube. La boulette qui s'y trouve ne tombe pas puisqu'elle est retenue par le petit ruban. Vous allez devoir retourner le tube, mais assez rapidement pour que la boulette ne tombe pas sur la table. Il vous suffit de l'attraper et tout en montrant les feuilles en avant, vous allez retourner le tube. On lève le tube, on montre les feuilles, on retourne, on revient. À partir de maintenant, vous pouvez commencer à déchirer les feuilles. Vous les déchirez 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Ce qui compte, c'est que les spectateurs voient bien que vous déchirez. Vous faites une petite boulette, vous placez cette boulette de papier déchiré à l'intérieur du tube,
et celle-ci sera retenue par le petit ruban. Quand vous allez soulever, les gens pensent qu'il s'agit de la même boulette, alors qu'en réalité, celle-ci est la boulette de papier restaurée, reconstituée. Le papier déchiré reste, lui, bloqué dans le tube. Vous donnez l'illusion au spectateur que vous essayez de faire disparaître la boulette, et non pas de la raccommoder. Une petite passe magique, et vous jouez la surprise, car elle n'a pas disparu. Vous remettez le tube dessus, deuxième passe, toujours rien. Une troisième fois, tac tac tac. Vous prenez donc la petite boulette, et là vous commencez à déplier soigneusement pour ne pas la déchirer en la dépliant. Et là on s'aperçoit que les feuilles de papier que vous aviez précédemment déchirées sont reconstituées, comme par magie. Vous pouvez reposer le papier sur le tube, comme ceci, et le tour est joué. Voilà les amis. Je vous souhaite de bien vous amuser avec ce tour de magie. Pensez à bien vous entraîner avant de le présenter en public. Et à bientôt pour de nouvelles aventures magiques. Voilà, ça on peut fait s'amuser avec pas grand-chose. Ça fait bizarre de changer de taulier là. C'est vrai. Je voudrais que ce soit tout. Il a morflé Bruce Willis. Ouais. Alors les amis, avant de vous quitter, je vais vous montrer un petit tour de magie avec des cartes. Alors j'ai amené une relique ici, on appelle ça des cartes de visite. On utilisait ça à l'époque, les intermittents du spectacle, quand on avait du travail et des perspectives d'avenir. Mais je vais les recycler, je vais les utiliser. Alors je vais essayer. Comme vous êtes deux, je vais faire 2 paquets comme ça. Je vous promets rien parce que c'est un tour que j'ai inventé hier soir, donc on va faire un pour Thomas, un pour Anthony. Hop, ici, et puis hop, on a mélangé les cartes. Je recoupe une dernière fois pour être sûr. Voilà. Thomas, je vais faire défiler les cartes comme ça. Il faut me dire stop à chaque fois quand vous voulez. Allez, stop. Stop. On va mettre une première carte. Hop, ici, et une deuxième fois. Je vous fais travailler 2 fois aujourd'hui. Hein, c'est vrai. C'est le premier, mais demain, attention. C'est ça. Stop. Stop, parfait. Et une deuxième carte de visite. Et puis, même chose avec Anthony. Si je fais défiler, vous me dites stop quand vous voulez. Stop. Il est plus vicieux. Ouais. Parfait. Ouais, parce que vous m'énervez à chaque fois. Et puis, deuxième fois. Allez, stop. Stop, parfait. On a ici donc 4 cartes de visite qui sont mises perdues dans le paquet de cartes. Et puis alors, on va aller récupérer du coup les cartes que le hasard a amenées juste à côté, si je retrouve les cartes de visite. Une première ici. Et je vais bien montrer tout ça à la caméra après sans problème. Hop, on laisse le paquet là. Et puis 3 et 4 cartes de visite. Alors ça paraît un peu laborieux tout ça, mais en fait vous allez comprendre ce qui va se passer. Le hasard a amené des cartes de visite là où vous m'avez dit stop en fait. Et donc par exemple ici on a le 10 de carreau. Bon, le 7 de pique. Bon, je pensais sortir les 4 as et vous faire un truc... Ah bah j'en ai un quand même, un sur les 4, c'est pas mal. Et puis le dernier, c'est le 4 de cœur. Alors par contre, j'avais mis des cartes de visite pas pour rien, parce qu'ici on a le 10 de carreau, 7 de pique, as de trèfle, et puis 4 de cœur. Je montre les cartes comme ça, hein, les cartes sur lesquelles vous m'avez arrêté. Et si on regarde les cartes de visite, en fait, j'ai 10 de carreau. J'ai 7 de pique. C'est agaçant. J'ai as de trèfle et 4 de cœur. Exactement les cartes sur lesquelles vous m'avez arrêté. Voilà, exactement. Alors, il reste une carte, effectivement, que je n'ai pas utilisée. Celle-là, c'est le Joker. C'est une carte blanche. D'accord. C'est pour le final. Vous m'avez dit stop quand vous vouliez. Hein. Ouais. Ça n'aurait pas pu se passer autrement. Parce que le reste des cartes n'est absolument pas imprimé. Ce sont des cartes blanches. Donc voilà, on m'avait dit tu as carte blanche aujourd'hui, ben voilà, c'est fini, ça se termine comme ça. Ouais, je sens voir, c'est incroyable. Voilà. C'est toujours aussi énervant. Voilà, bah merci messieurs. Mais non, mais merci Draco, on vous retrouve quand la semaine prochaine, normalement, mardi. C'est ça. Et Sylvain m'a dit qu'il fallait que je conclue l'émission, donc j'ai envie de vous souhaiter un excellent week-end et on se retrouve lundi, c'est ça. Et on va dire aussi, on a l'habitude de dire aux gens de rester chez eux, et on a l'habitude aussi de leur dire qu'il y a la rubrique de Martin qui va nous parler d'un film juste après. Il va nous parler d'une nouveauté. Un film qui vient juste de sortir, Les Visiteurs. Ah bah super. On voyage dans le temps aujourd'hui avec Will You Please Die qui fait les années 80-90, Draco qui parle du temps où on pouvait faire des spectacles et tout ça. Ça fait toujours du bien la nostalgie, ça fait du bien de voyager un petit peu. Donc on dit à lundi, c'est ça. Bon week-end, restez chez vous, prenez soin de vous. À bientôt. À bientôt, merci. À bientôt, salut Thomas. Bonjour à tous, bienvenue dans la rubrique ciné. Aujourd'hui je vais vous parler d'un film et je vais essayer de vous le faire deviner avec une seule réplique. Jour, nuit. Jour, nuit. Vous l'aurez compris, c'est le film Les Visiteurs. Il passe ce soir sur TF1 à 21h05.
Le film met en scène le comte de Montmirail, qui est interprété par Jean Reno, et Jacouille, la fripouille, qui est incarnée par Christian Clavier. C'est une histoire qui se passe au Moyen-Âge, mais pas que. En résumé, le comte de Montmirail tue le père de sa promise à cause d'un sortilège. Il l'a confondu avec un ours. Pour essayer de revenir en arrière et effacer ses actes, il décide de s'adresser à un sorcier pour qu'il lui donne une potion pour remonter dans le temps. Pas de bol, ce fut l'effet inverse, et il est téléporté, et là, ils arrivent directement en 1992. Qui sont-ils? Les visiteurs. Donne-nous le courage de combattre jusqu'à la mort. Qui vous ont pris une tronche de poche tronnée? Silence, maintenant, tu vas prendre une claquade. Christian Clavier. Les visiteurs. C'est des malades! D'où viennent-ils? Je viens simplement de très très loin. J'appartiens au comte depuis que j'ai eu 2 ans. Aïe! Tiens, mon fidèle. Oh, grand merci, Seigneur. J'ai droit de vie ou de mort sur mes terres. Jean Reno. Les visiteurs. Que cherchent-ils? Bien sûr, vous allez le voir, il va y avoir un grand contraste entre les personnes qui viennent du Moyen-Âge et les personnes rencontrées en 1992. Beaucoup de comiques de situation, d'incompréhension avec Jacouille et le comte de Montmirail dans le monde actuel. Ils vont se confronter à la vie moderne. Le réalisateur a essayé d'imaginer et de mettre en scène comment des personnes qui n'ont connu aucune de ces choses et ont quasiment 1000 ans de retard par rapport au temps où ils sont, comment ils réagissent, etc. Un film culte, très comique, avec quelques effets spéciaux pour l'époque, qui a un petit peu vieilli, mais qui reste toujours très sympathique à regarder. Jean Reno et Christian Clavier sont excellents dans leurs rôles respectifs, et c'est vraiment une comédie qui a marqué les esprits avec un scénario original qui, même en 2020, nous fait rire. C'est toujours sympathique de revoir et de revisiter nos classiques. Rendez-vous ce soir sur TF1 à 21h05 pour voir ou revoir Les Visiteurs, le premier du nom. Merci beaucoup d'avoir suivi cette rubrique ciné, on vous dit à très bientôt, merci beaucoup, passez un très bon week-end et très bon visionnage à vous. Les visiteurs, ils ne sont pas nés d'hier. Dingue!